Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 29e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle avec Simon Diotte, journaliste et rédacteur en chef chez Géo Plein Air. Est-ce que c'est naturel et facile pour lui d'écrire? Pas du tout, répond-il. Et avec raison, pensez-y, rendre le plein air hyper intéressant sur papier, ça doit être tout un défi. Mais Simon, lui, tire bien son épingle du jeu car il roule quand même sa bosse depuis 1999 et au fil des années, il est devenu lui-même coureur des bois, grand amateur de ski de fond. Il paraît même qu'il lui reste plus beaucoup de sentiers à explorer dans la province. De la Gaspésie jusqu'à sa douloureuse participation à la Gatineau-Lopette, Simon est généreux en histoire, c'est un gars qui fonce dans ses mandats, partage des histoires inspirantes et fait même appel à notre jugement en tant que lecteur, et aujourd'hui, dans le cadre du balado aussi, il lance ce très judicieux rappel: ramassez vos sacs de crottes de chien. C'est pas parce que c'est un sac vert que c'est fait pour être garoché sur les côtés de sentier. On est prévenu. Merci Simon, judicieux conseil. Merci à vous d'être à l'écoute et longue vie au magazine de contenu de plein air québécois. Bonne écoute. Simon, un grand merci d'être là. Avant toute chose, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Tu nous parles de Rosemont, tu me disais en ce moment. Oui, à Montréal, j'habite vraiment dans le cœur de Montréal, Rosemont. Moi, j'adore la ville et j'adore la nature. Je suis aux deux. Tu es aux deux. Ah, ben c'est bien ça. Faut être, je pense qu'il faut être agile dans la vie, puis faut pouvoir se déplacer d'une zone à l'autre. Puis justement, je te soupçonne d'être sur la route assez fréquemment, d'explorer la province assez souvent. Oui, ben par mon travail, j'ai beaucoup visité le Québec. Je me concentre beaucoup sur le Québec, donc il y a pas beaucoup de sentiers que j'ai pas vus. Pas beaucoup de sentiers. Oh, très intéressant. Bon, j'en ai fait beaucoup. En ski de fond, un peu moins quand même, parce que c'est un petit peu plus difficile. La saison de ski de fond est très Oui. courte. Mais j'en ai quand même fait pas mal. Mais me promène beaucoup au Québec. Pas à chaque fin de semaine, là, mais beaucoup quand même. J'ai fait beaucoup de régions, plusieurs événements aussi. En Outaouais, j'ai fait le Gatineau-Lopette, le marathon canadien de ski à quelques reprises aussi. Donc, c'est à la fois ma passion, mais c'est aussi mon travail. J'ai réussi à concilier les deux. Ouais, c'est un super combo, ça c'est sûr. Je suis allé voir ta page Instagram, on va commencer avec ça. J'ai remarqué que tu avais mentionné dans ta bio journaliste spécialisé dans le plein air et coureur des bois. Fait que j'imagine que c'est ce qui vient un peu résumer ce que tu mentionnais. Oui, mais ben, c'est un peu quand même, bon, c'est dans mon compte Instagram, je voulais l'axer le compte Instagram sur mes activités de plein air, mais je me considère quand même aussi un journaliste généraliste. J'écris dans d'autres domaines aussi. Donc, je fais pas 100% du plein air. J'écris aussi en lutte au changement climatique, un peu en sciences, même parfois dans des domaines complètement loin du plein air, de l'environnement. Mais c'est vrai que dans mon compte Instagram, c'est que je veux vraiment axer là-dessus. Mais j'écris entre autres sur les voitures électriques, tout ce qui est de lutte au changement climatique. OK. Dans plusieurs magazines aussi. Donc, je suis rédacteur en Ouais. chef de Géo Plein Air, mais j'écris aussi dans l'actualité châtelaine, le magazine Curium, qui est le magazine scientifique des adolescents. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la version ado des débrouillards. J'écris même dans des magazines pour les personnes plus âgées, donc le magazine Virage. Donc, fait que je travaille beaucoup et je me déplace aussi, mais pas constamment quand même. Aussi, coureur des bois, je fais aussi
la course en ville. J'aime bien courir sur le Oui. Mont-Royal, notamment dans des parcs. J'aime bien j'aime bien me promener en souliers et en vélo, dans le fond. Oui, oui, oui. Ben, on peut avoir beaucoup de belles choses là, quand on se promène dans sa ville. Je me demandais, est-ce que tu as un parcours scolaire en sciences pour parler de changement climatique ou quel est comment t'as cheminé vers toute cette diversité d'écriture? En fait, c'est vraiment souvent le hasard. OK, Dans le fond, moi, j'ai étudié en journaliste, tout simplement. OK, Mon rêve, c'était d'intégrer une salle des nouvelles. Et je me suis rendu compte, finalement, j'ai travaillé dans une salle de nouvelles à 2 reprises. OK. Et finalement, le beat quotidien, j'aimais pas tellement ça. Et mon rêve était beaucoup de voyager à travers le Québec, dans la nature. J'aimais beaucoup les voyages au Québec. Et par accident, finalement, je me suis rendu compte au bout de 10-15 ans que je faisais le travail d'article plein air, que finalement, je faisais ce que je rêvais de faire à 16-17 ans. Je me Wow. souviens qu'à l'époque, j'adorais le magazine L'Actualité, puis il y avait Oui. beaucoup d'articles de Luc Chartrand, pardon, qui faisait des articles territoires qu'on appelait. Ah. Donc il allait se promener sur une route, puis il parlait d'une route méconnue, par exemple la Trans-Taïga, qui est une route dans le Grand Nord du Oui. Québec. C'est le genre de reportage qui me fascinait, qui avait moins un angle plein air à l'époque. Moi, c'est un peu par le plein air que j'ai commencé à vouloir, que j'ai eu l'opportunité de découvrir le Québec dans tous ses raccoins. Mais ce qui est un peu drôle, c'est que je n'étais pas vraiment un adepte de plein air avant de Ah, devenir journaliste en plein air. OK. C'est un peu, c'est que j'étais intéressé par le plein air, mais je savais pas Mhm. trop comment m'y prendre. C'est souvent ça, d'ailleurs. Je pense que des projets comme ski à l'école, c'est ça que ça fait. C'est que Oui. des fois, moi, j'ai été intéressé à me promener en nature, mais je ne viens pas d'un milieu où on faisait vraiment du plein air. On n'était pas vraiment intéressé à ça. Et Ah. au départ, j'ai commencé, je me souviens que dans mes premières randos, je l'avais faite dans le parc national du Mont-Mégantic en sandales, parce que je voyais pas vraiment. C'était des sandales quand même là, assez fermées. Là. C'était OK, quand même des bonnes OK. sandales. Des sandales Keen, il y en a toujours. Ah, C'est ben quand oui, même j'en pas ai. pire. Oui. Exactement, là, tu sais, que c'était pas une gougoune, OK, mais tu sais, OK. aujourd'hui, je ferais pas ça. Je me souviens que notre première expérience de camping, moi et ma copine, on était vraiment tellement mal équipés, on n'avait aucune expérience. Et ça, j'avais 22, 23 ans. Mais j'ai Ouais. été intéressé Ouais. à découvrir ça, donc progressivement. Et j'ai réalisé, mon année, que je pouvais vendre des reportages plein air. Donc, Oui. j'ai commencé à en faire plus parce que je pouvais concilier ma découverte du plein air avec des reportages. Donc, c'est un peu, et au fil du temps, ben, le plein air a toujours été associé beaucoup au travail, moi. Donc, à faire des reportages, aller découvrir des sentiers, mais tout en faisant des rencontres, des directeurs de parcs, des gens qui travaillent en conservation. Et puis, peu à peu, ça m'a amené aussi à faire des articles de protection de l'environnement. Et Oui. maintenant, un peu scientifique, c'est vraiment par mes intérêts, dans le fond, parce que je suis très préoccupé par la- Oui. les réchauffements climatiques et d'où, donc, je veux un peu Oui. faire ma part, la faire connaître, les enjeux de sensibiliser les gens à prendre moins leur voiture, par exemple, Oui. de transport actif. Bon, ben, c'est un petit peu par mon travail, ben, je veux contribuer aussi à des changements de mentalité. Ben oui, c'est une superbe mission. Puis ça répond à plusieurs de mes questions en plus que j'avais, parce que je me demandais comment ça a commencé tout ça. Simon, quand il était petit, est-ce que c'était un incitatif familial que de sortir? Ça semble pas être le cas. Je me demandais, est-ce que c'est parce que tu avais un poster d'Étienne Brûlé ou Guillaume Couture, des grands coureurs des bois dans ta chambre? Non plus. Fait que c'est vraiment. Ben, c'est quand même vrai qu'il y a eu, il y a quand même eu une petite, des étincelles étaient allumées, c'est qu'on faisait pas vraiment de plein air, sauf pendant 2-3 ans, peut-être même 4-5 ans. Mes parents ont loué un chalet dans le temps des fêtes, dans la région des Laurentides, surtout Val-David et ce secteur-là, Oui. avec d'autres amis. Et pendant 2-3 jours, on faisait du ski de fond. Hmm. On faisait du ski de fond. Surtout, mes parents en faisaient pas, donc on était plus supervisé par le père d'un ami. Donc, lui, il emmenait tous les enfants, mes frères, puis ses enfants en ski de fond.
Et après le reste de l'année, une fois que ces 3-4 jours-là dans un chalet dans Laurentides étaient finis, on ne faisait pas du ski de fond de l'année. C'était fini, c'était juste cette période-là. Mais j'ai toujours gardé une image du ski de fond que c'était comme un beau moment de jeunesse. Ah, c'est bien. Mais je pense que c'est valide pour plusieurs personnes, ça. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui vont se reconnaître. C'est quand on est jeune, on a une belle expérience, c'est pas vrai nécessairement que demain, on va être au centre communautaire de notre quartier pour en refaire, mais si le souvenir est bien gardé avec nous, puis c'est une expérience positive, on a des chances d'y revenir. Ce qui est drôle, c'est que je me souviens que j'étais pas très bon en ski de fond. Et je me souviens qu'on faisait une piste mythique dans les Laurentides qui est la Gillespie. Et elle était très difficile parce que nous, moi, j'étais quand même plus jeune, mes frères étaient plus vieux, donc eux autres, c'était des ados, ouais, on va aller dans la piste la plus difficile. Et je tombais tout le temps. Donc, j'avais une relation quand même, tu sais, j'avais comme aimé ça, de me promener en nature, mais je me souviens que j'avais trouvé le sport quand même très difficile. Puis on savait même pas farter à l'époque, là. On partait, je pense qu'on prenait le ski, puis on allait avec les bottes de cuir. C'était toujours à chaque année, on avait plein de stocks qui étaient donnés. Je sais même pas où ça apparaissait chez mes parents. Parce que je me souviens pas d'être allé acheter des skis de fond avec mes parents. Donc, ça venait de la famille, probablement, de mes cousins plus vieux. On ramassait ça. Donc, on était des équipes. C'est ça. Donc, on partait. Et c'était un peu là que l'étincelle de la passion est née, mais dans le fond, elle était plus assouvie 10-15 ans plus tard. Ah, mais c'est bien ça. Puis maintenant, tu as quand même une bonne marge de recul par rapport à ces expériences-là. Ton temps personnel en nature, est-ce que tu en tires des bénéfices? Est-ce que tu as remarqué que ça a apporté un petit quelque chose en Simon depuis que tu pratiques du plein air de façon assidue? Ben oui, c'est sûr, parce que bon, c'est le fun de connecter avec la nature. C'est le sport aussi qui fait vraiment du bien. C'est-à-dire que moi, je faisais pas vraiment de plein air après ça, dans l'adolescence, peut-être mis à part le ski alpin, là, qui est une autre forme de plein air quand même. Mais moi, j'aimais tout le temps jouer au hockey, Oui. là, donc que je continue toujours à jouer. Fait que le sport ça a toujours fait Ouais. du bien. Puis l'avantage du ski de fond, par exemple, c'est que tu n'as pas besoin d'être 12 personnes pour t'amuser, contrairement au hockey ou au soccer que j'ai joué pendant Ah, longtemps. oui. C'était difficile, c'est difficile à organiser. Le ski de fond, c'est quand même beaucoup plus facile. Et maintenant aussi, ben moi, maintenant, je fais beaucoup de courses à pied, ce que j'ai commencé quand même assez récemment, là, ça fait juste 3-4 ans. Et en raison de piètre performance en ski de fond, j'ai décidé de me mettre à la course à pied. Donc, j'ai vraiment commencé la course pour m'améliorer en ski de fond physiquement. C'est vraiment Oui, oui. parce que j'ai fait le Gatineau-Lopette et j'avais trouvé ça très difficile de faire 50 km de ski de fond. Et j'ai eu un déclic en me disant, ben, si je veux vraiment pousser le ski de fond plus à fond, finalement, pour vraiment Oui, me réaliser, ben, j'avais besoin de m'entraîner. Parce qu'avant, oui. ben, je m'entraînais pas. Bon, puis j'ai beau être journaliste en plein air, la majorité du temps de ma vie est quand même assis devant un ordinateur à écrire des reportages. C'est beaucoup de travail. Donc, fait que là, ben, j'ai commencé. Et pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre la course à pied et le ski de fond. Fait que maintenant, c'est comme si je faisais du ski de fond un peu à l'année, même si Oui. c'est juste une surface différente. Oui, oui, c'est très complémentaire. Puis, ben oui, exact. Puis, il y a des. C'est ça qui est le fun aussi à Montréal. Il y a deux, trois endroits en zone urbaine qu'on peut pratiquer ces activités-là. Là, des fois, il y a le mythe qui est comme ah, ben, je dois aller dans je sais pas quel CEPAC puis sortir de zone urbaine. Mais autant à Gatineau qu'à Montréal, là, en parlant avec des gens, j'ai appris qu'il y avait Parc Maisonneuve. Puis vraiment, on peut se déplacer là, avoir l'équipement puis profiter en pleine zone urbaine. Oui, mais aussi, c'est sûr qu'il y a pendant une époque, moi, je trouvais que dès qu'il n'y avait pas de montagne, le ski de fond, c'était ennuyeux. Mais aujourd'hui, j'apprécie autant quasiment de skier sur du plat. Parce que, bon, je pense que Mhm. maintenant, je vois le plaisir juste de glisser, juste Oui. le plaisir de dépenser. Puis quand je suis sur du plat, je vais essayer de penser, je ne suis pas un grand technicien, mais je vais quand même essayer de penser à ma technique, essayer de l'améliorer. Donc, maintenant, c'est plus nécessaire d'avoir de la montagne.
C'est vraiment encore là le lien de la course à pied. Moi, ce que j'aime, c'est que ça soit pas compliqué, que le moins possible que je peux perdre de temps en déplacement pour skier. Bon, puis Oui, je skie beaucoup à bon Laval point. aussi, au coureur de Boisé, parce que c'est un grand Ouais. réseau, parce que c'est pas loin de chez mes parents aussi, là, fait que je peux combiner les deux. Et puis j'ai imposé le ski de fond à mes enfants avec un succès, ça dépend des jours. Mitigé. Ça dépend, Ah, ça ben c'est dépend. bon. Ben, des fois, on sait jamais avant de partir si ça va être agréable ou non. Des fois, ils embarquent, ils aiment ça. D'autres fois, ils aiment moins ça. C'est quand même un sport qui est pas si facile que ça à faire apprécier aux enfants. Fait que je pense que c'est important de leur montrer. Puis je vois que ma fille de 15 ans, quand même, apprécie de plus en plus. Ma fille de 12 ans, ben là, ça va dépendre, elle, vraiment du terrain de Oui, jeu, c'est ça. là. Nous, c'est notre objectif, hein, de rendre ça plaisant et ludique pour les jeunes, puis piquer la passion. Puis c'est vrai que c'est un grand défi, fait que ça prend vraiment une petite dose d'adrénaline ou un aspect ludique là, pour que les enfants accrochent, les adolescents. Mais encore une fois, si l'expérience est bonne, puis ils gardent ça, ils enregistrent ça dans leur cerveau quelque part, dans un petit coin, ben plus tard, on espère qu'ils vont sortir et faire comme papa, là, de devenir des fondeurs. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que l'hiver est trop court. Je sais que cette race de gens-là est très minoritaire, mais moi, ouais, j'ai déjà hâte qu'il neige. Donc, on est au début novembre et quand je vois que le mercure est encore à 18 Mhm. degrés, ça me décourage un peu. Si ça pouvait durer plus longtemps, On est deux. on serait bien content. Et, mais malheureusement, c'est ça. Faut vivre avec la courte période. Et c'est peut-être Oui, pour ça qu'on apprécie autant le ski de fond aussi, parce que c'est quand même une courte période. oui. Si j'en faisais 4 mois par année, peut-être que l'intérêt il serait là aussi, mais il y aurait à un moment donné peut-être des moments où il y aurait une baisse d'intérêt en cours de la saison, alors que là, ben, on sent il faut en profiter au maximum. Moi, dès que j'ai du temps, je vais skier parce que je me dis ça se peut que la semaine prochaine il pleuve. Puis les piles soient. Exactement. Donc, j'ai souvent, ma blonde va souvent dire ah, je suis fatigué, pourquoi il va pas la semaine prochaine? Je dis non, la semaine prochaine, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Oui, Donc, il faut en ça profiter. passe vite. Exactement. Donc, et c'est un peu une priorité de ce qu'ils font en hiver. Donc, si quelqu'un m'invite à faire quelque chose, mais j'ai l'opportunité plutôt de faire du ski de fond, ben, ça va être le ski de fond qui va passer en premier. On se revoit au printemps. Euh, je voulais savoir parce que là, on parle de ski de fond, on parle de ton histoire, de ton évolution avec le plein air en général. Mais une des raisons pour laquelle je voulais t'inviter, c'est que j'ai pas eu la chance de parler avec des journalistes de plein air encore. Je trouve ça très intéressant euh, de pouvoir converser avec toi parce que l'écriture et le plein air, c'est des sujets qui me passionnent. J'ai été pigiste un petit peu dans le passé aussi, ça a pris le bord, mais vraiment, toi, tu étais un vétéran là-dedans. Est-ce que ça a toujours été facile, après ma barre, d'écrire pour toi? Non. Non? Moi, je fais partie des journalistes qui disent que le journalisme, ce serait le plus beau métier du monde si on n'avait pas à écrire. Moi, je serais tout à fait heureux de faire seulement des entrevues, rencontrer, Oh, faire des ben recherches, oui. et après ça, peser Enter, puis l'article serait fait. Donc, non, l'écriture est toujours une étape difficile, même avec les années. Là, ça fait ça fait combien de temps que je suis journaliste? Depuis 99. Mhm. C'est ça. Mais en même temps, c'est sûr que c'est une partie qui est satisfaisante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit le reportage, on est content. Je pense que si on n'avait pas Ouais. s'il n'y avait pas ce défi-là, il n'y aurait pas peut-être le même intérêt. Puis, écrire en plein air, des fois, c'est aussi plus difficile que dans d'autres sujets. Parce que des fois, il faut Mhm. que j'essaie de trouver. Bon, moi, j'essaie d'être pas plate. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, mais c'est l'effort. Il faut essayer de faire des textes intéressants qui vont capter l'attention, que les gens vont lire au Oui, complet. oui. Et ça, ben, c'est un défi tout le temps. Puis en plein air, spécialement le ski de fond n'est pas un sport qui est très facile.
à décrire. Puis bon, je veux pas vraiment nécessairement raconter mon expérience personnelle comme quoi j'aime faire du ski de fond dans chaque reportage. Donc, je vais essayer d'expliquer les lieux, le territoire, mais des fois, c'est difficile de trouver des mots pour en parler. Donc, le texte de plein air est rarement facile à écrire. Donc, Mais il y a beaucoup d'autres textes, d'autres sujets qui est plus facile. à ce sujet-là, c'est exactement là que je voulais qu'on aille parce que on dirait que ça prend tout un talent pour amener le lecteur ou la lectrice avec soi dans nos phrases, pour illustrer un paysage, des actions. Tous tes sens, ils doivent être assez éveillés parce que tu veux. Tu sais, on dirait qu'il y a quasiment une poésie là-dedans. Là. Enfin, quand je vais dans l'idée de faire un reportage, je suis pas dans le même esprit que juste faire du ski de fond. Donc, je suis vraiment dans un esprit de travail. Je suis quasiment, je prends des notes, je prends beaucoup de photos. Et vraiment, j'aurais pas. Si je vais juste faire du ski de fond dans un endroit que je connais pas, puis Mhm. j'ai pas le projet de reportage, puis après coup, je me dis je devrais faire un reportage, ça marche pas. Faut vraiment Oui. que j'arrive là avec une mentalité de je suis là pour vraiment là, je prends des notes, j'essaie de. Généralement, il y aura toujours des entrevues aussi avec les gestionnaires de la Mm. place qui vont me faire Ah, réaliser des trucs que j'aurais peut-être pas réalisé là. ouais. Pourquoi tel sentier comme ça, la nature là-bas. Donc, je vais vraiment avec un angle journalistique. Et Mhm. souvent, mais je vais être souvent seul d'ailleurs quand je fais des reportages, parce que bon, souvent c'est mon Mm. travail, donc je vais être souvent en semaine. Donc, femmes et enfants travaillent ou vont à l'école pendant ce temps-là. Mais de toute façon, c'est pas toujours agréable d'être avec moi quand je suis en mode travail, parce que j'ai d'autres idées. Je veux faire des Mhm. sentiers, je vais le faire parce que c'est important que je dois le faire et non parce que nécessairement j'ai le goût de le faire. Ben, c'est-à-dire que souvent, j'ai le goût de le faire pareil, mais si je suis Ouais. si j'étais avec d'autres personnes, ben, je vais leur dire, ben, faut que je fasse cette piste-là. Ils vont dire, mais pourquoi? Parce que c'est bon pour mon reportage. Oui, mais moi, je suis fatigué, tu sais. Donc, c'est difficile de combiner. Puis là, ben, à la longue, je suis quand même assez résistant, là. Donc, quand je vais en endroit, souvent, je vais essayer de faire toutes les pistes de ce qu'ils font. Donc, peu importe le Ouais, temps ouais, que ouais, ça c'est ça, prend. je peux Donc, voir. pour les voir, donc je vais être assez craqué, justement pour pouvoir voir. Puis donc, c'est vraiment avec une mentalité Ouais. de travail, Ouais. d'être Ouais, ouais. mes sens assidus, vous prendre des pistes, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Donc, Ouais, tu focuses à. c'est un travail finalement. Ah, ah, définitivement, à 100%. Euh, Puis c'est sûr que là, tu viens tout canaliser ça, cette énergie-là, mais ça doit se refléter aussi. En fait, ça se reflète parce que j'ai un petit extrait ici, puis ça tombe bien parce que le sujet, c'est novembre. Puis ta plume s'accorde au rythme des saisons aussi, définitivement. Comme je disais, c'est novembre qui s'installe. Dans le dernier numéro, tu signes un article au sujet de ce mois en cours. Puis juste pour donner un aperçu de ton style, je vais lire l'extrait. Vas-y. Mois par excellence pour se sentir d'humeur dépressive, novembre se caractérise par ses couleurs fades, ses journées qui rapetissent comme peau de chagrin et, ô déception, son absence de longues fins de semaine. Pas tellement Jojo et pourtant le 11e mois de l'année ne rebute plus autant les randonneurs et les campeurs. Fait qu'il y a comme une prose là-dedans. Là. Est-ce que c'est facile de redorer le blason de novembre, premièrement? Simon, est-ce que... Pas vraiment. Pas évident, hein? Non, exactement. Mais justement, moi, c'est un travail journalistique. Donc, pour vraiment avoir un aperçu de c'est quoi l'âme des lieux, l'esprit des lieux. Puis novembre, ben, c'était un peu la même chose. Je voulais vivre une expérience en novembre, ce que j'ai fait. Puis j'étais pas si intéressé que ça au Oui. départ, même d'y aller. Parce que fallait aussi que, tu sais, je suis allé au Diable Vert, puis je suis arrivé là à la noirceur, ce qui m'écœure tout le temps. Bon, puis mais là, j'ai interviewé des gens, puis ces gens-là aussi, des gens qui font du plein air presque sans arrêt. Ce qui n'est pas vraiment mon cas d'ailleurs. Des fois, les gens ont l'impression que je fais que du plein air dans ma vie. Je bouge beaucoup, mais pas juste du plein air. Et effectivement, moi, novembre m'attirait pas tant que ça. Mais Mhm. ces gens-là m'ont quand même réussi à me convaincre que ça pouvait être intéressant. Ce que j'aimais beaucoup entre autres, de gens que j'ai interviewés,
C'est que Ouais. c'est vrai que quand tu t'en vas dans des montagnes plus hautes, souvent tu vas aller rencontrer l'hiver. Ce qui m'était arrivé d'ailleurs il y a 2, 3 saisons en Mégantic. Pourtant, je Ah. pense que j'étais genre le 3 novembre. Ben, au parc Mégantic, dans les sommets, on a marché dans la neige. Et ça, c'est trippant, là, les premières neiges. T'es Mm. en rando, la neige arrive, t'es content de la voir, c'est vraiment beau. Et c'est vrai que des gens qui aiment beaucoup l'hiver, dont je fais partie, ben c'est le fun, justement, quand on va dans les montagnes, en novembre, surtout fin novembre, souvent, on va avoir la chance de goûter à l'hiver qui approche, même le froid. Wow. C'est sûr qu'il n'y a Mhm. pas assez de neige pour faire du ski de fond, parce que moi, c'est ça que j'aime de l'hiver. J'aime moins la raquette. Moi, c'est la raquette, je trouve ça le fun, mais si tu me laisses le choix, c'est raquette ou ski de fond, c'est sûr, je vais Mhm. faire le ski de fond. Donc, la raquette, ben bon, c'est bien. J'ai eu des très belles expériences en raquette, mais il n'y a pas le poids, là. Le ski de fond, c'est ça, c'est imbattable, là. La raquette, c'est quand que c'est la période, c'est de la rando. On a le reste de l'année pour faire de la rando. Le ski de fond, on a une courte période, donc autant en profiter. Donc, mais novembre, c'est aussi des fois le Ouais. faible achalandage en Ouais. semaine qui est intéressant. Euh, De ce que tu viens de nous mentionner, je pense que la beauté, c'est que t'es, dépendamment des sujets, là, mais par rapport à novembre, tu es la première personne, le premier sujet à être influencé par ton article parce que après ça va sûrement cascader dans les esprits des lecteurs. Mais si ces gens-là que tu as. Ouais, ces gens-là m'influencent aussi, effectivement, là, dont m'ont donné le goût. Mais dans le fond, je devais partir à peu près cette semaine faire un reportage en novembre. Mais bon, ça, c'est la vie aussi de journaliste pigiste. J'ai pris trop de contrats. Donc, en ce moment, je suis trop occupé pour pouvoir partir. Donc, ça m'arrive des fois parce que c'est difficile de partir aussi parce que dans le fond, j'écris des textes quasiment à temps plein. Donc, souvent, ben, quand je pars en reportage, c'est du temps que je gruge ou j'ai moins de temps d'écrire, même si j'en ai besoin pour écrire. Donc, Ah oui. c'est difficile à gérer comme horaire. Ça, c'est mon principal défi de mon travail. C'est pas de trouver des sujets. Je dirais que c'est même pas d'écrire, Oui. c'est de gérer l'horaire. Donc, quand on part quelques jours, ou l'année passée, je suis allé faire le tour de la Gaspésie en hiver. Ben, je suis parti 9 jours. Fait que c'est 9 jours où là, d'autres articles dans ce temps-là avancent pas, d'autres projets avancent pas. Moi, je suis dans la neige là-bas, c'est peut-être le fun, mais le bureau, lui, il est comme pas fermé. Donc, Mhm. Ouais, c'est ça qui est un le défi. dilemme. Oui, exactement. Ah, OK. Un peu plus tôt, tu me disais que le 3 novembre, tu avais été en sortie, en expédition. Est-ce que c'était hier? Non, non, je devais y aller en expédition. Ah, OK, OK, C'est ça, excuse-moi. Oui, c'est je ça. devais aller en expédition, faire en tout cas, le sentier national dans les Laurentides, mais finalement, à cause de trop de travail, mais aussi une petite grippe aussi récente, j'ai pas pu partir. Donc, Est-ce que tous tes frais et tout ça, c'est couvert par le magazine ou c'est les gens qui t'invitent? Comment ça marche? ben, c'est ça. Donc, bon, les magazines, vous savez, peut-être aujourd'hui, on n'est pas tellement riche. Donc, des Ouais. magazines, bon, ça n'a plus l'importance que ça avait avant. Pour Géo Mhm. plein air, c'est un magazine qui vit beaucoup par passion, là, c'est-à-dire que on donne beaucoup de temps au magazine. C'est peut-être pas le temps le plus rentable dans ma carrière que je donne. Et on n'a effectivement pas vraiment les moyens de payer les dépenses. Donc, souvent, moi, je suis invité. Donc, comme en Gaspésie l'année passée, j'ai eu l'aide de Tourisme Gaspésie qui m'ont aidé, Oui. qui a aidé le magazine, dans le fond, dans les frais d'hébergement pour m'aider à faire pour nous aider à faire des reportages parce que ce serait dépenses trop Ouais. importantes pour un petit magazine comme le nôtre. Donc, ça fonctionne beaucoup comme ça. Mais il y a beaucoup de reportages, par contre, qui sont faits. Ben, on m'accueille là-bas, mais bon, il y a pas nécessairement, je ne suis pas nécessairement invité. Là, je m'en vais Oui. rencontrer, puis je retourne chez nous le soir. Ouais. Il y a beaucoup d'allers-retours aussi. Il y a quand même beaucoup de choses à faire dans les alentours de Montréal. On est près évidemment de la Naudière, les Laurentides, des cantons de l'Est, même pas si Ouais. loin que ça de l'Outaouais. Oui. Donc, Oui. souvent, je vais faire quand même beaucoup d'allers-retours. Et quand même, quand je prends des déplacements, ben souvent, ça va être une bonne partie de l'année, c'est en camping ou en refuge, puisque je Ouais. couvre pas vraiment les hébergements de luxe, si on veut. Là, c'est pas Mhm. vraiment dans mon mandat. Donc, fait que c'est rare que je me paye tellement la traite. Ah Je suis ah. toujours en mode plein air.
Ah, c'est bien ça. Ben, l'attente, ça peut être une traite, c'est sûr. Ouais, c'est ça, Est-ce... oui, oui. Jouer au plein air, en ce moment, novembre 2022, ça ressemble à quoi? Vous êtes une équipe de combien? Vous distribuez combien? Vous publiez combien Est-ce que c'est encore papier, premièrement, pour les gens qui Oui. nous écoutent? Ben, enfin, Oui. le magazine Géoplanaire, donc c'est un magazine qui existe depuis 1989. Et donc, c'est un magazine même qui est, même en 89, c'était même il y avait un ancien magazine avant qui s'appelait Expédition, OK. finalement, j'ai vu des copies, mais évidemment, moi, j'étais jeune à l'époque, je regardais pas ça. Après ça, c'est devenu Planaire, après ça, c'est devenu Géoplanaire. Et cet été, c'était notre 200e numéro. Et Hmm. pendant longtemps, donc, on était publié 6 fois par année. Aujourd'hui, depuis que je suis rédacteur en chef de Géoplanaire, parce que c'était pris par un nouvel éditeur, on est en 2019, on est publié 4 fois par année. Donc, c'est un magazine sur abonnement. C'est encore la formule, donc un magazine papier sur abonnement, c'est encore vraiment la formule qui nous permet de vivre parce que OK. pour moi, peut-être les gens sont peut-être pas si familiers, hein, mais dans le monde des médias, la publicité sur Internet vaut beaucoup moins cher que la Mhm. publicité papier. Et c'est dur de vendre un abonnement exclusivement Internet. Donc, on est encore un magazine papier 4 fois par année. Je pense pas que mon éditeur voudrait que je donne le nombre d'abonnés que nous avons. Alors, je vais garder C'est ça correct. secret. Oui. Mais Oui. donc, c'est ça, on est 4 fois par année. Mais on a quand même un site Internet qui est quand même assez fréquenté. Oui. Donc, les articles se ramassent éventuellement là, mais les abonnés ont quand même les articles en exclusivité. Oui. Il y a une Oui. formule aussi d'abonnement en ligne qui est plus une copie PDF du magazine. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on vit. Bon, Géoplanaire, c'est plus. Moi, c'est un travail à temps partiel. C'est-à-dire que moi, je suis Oui. pigiste, donc j'ai beaucoup de clients. Et Géoplanaire est un de mes clients. Et Oui. c'est aussi géré par une compagnie d'édition qui s'appelle Orina Media, qui possède 3 magazines. Donc, Géoplanaire, il y a aussi Comag pour Kilomètre Mag, qui est un magazine de course à pied dans lequel j'écris. OK. On a, qui est aussi un magazine sur abonnement de 4 fois par année. Et on a aussi un magazine qui s'appelle Nature sauvage, qui est un Oui. magazine de vulgarisation de sciences naturelles, qui est un beau magazine. Lui, Oui. il est publié 4 fois par année aussi, dans lequel j'écris aussi. Donc, Ah j'écris dans les 3 magazines de la compagnie qui s'appelle Orina Media, dont l'éditeur Pierre Hamel est un vieux de la vieille dans le monde de l'édition. Et Orina Media, le nom fait référence, oui. tout le monde l'aura deviné, hein, au nom amérindien de Pierre Esprit Radisson. Donc, OK. c'était c'est le fondateur de la compagnie de la baie d'Hudson qui avait un nom amérindien qui était Orina. Donc, c'est un clin d'œil Ah, OK. explorateur. Donc, c'est d'où Ah le nom ah. de la compagnie d'édition. Pardon. Donc, c'est ça OK. qui est notre compagnie d'édition. Donc, c'est ça. On publie, dans le fond, 12 magazines par année. Et moi, je Ouais. m'occupe de Géoplanaire. Il y a d'autres rédacteurs en chef pour les 2 autres magazines. Et c'est ça. Puis moi, ben, j'écris aussi dans les autres. OK, c'est vraiment intéressant. Il y a clairement une synergie. Puis ce qui est beau à voir, c'est qu'il y a des publications locales, ben, québécoises, là, qui continuent, qui abordent ce sujet, somme toute niché, mais je trouve que c'est quand même assez pertinent de On continuer. est vraiment un produit, on est un produit local, hein. L'achat local, là, ben, nos magazines sont, c'est ça, sont produits localement. On essaie d'ailleurs dans les magazines de mettre en avant souvent les produits québécois. Évidemment, Géoplanaire, les destinations québécoises. Puis Nature sauvage, ben, ça se consacre à vraiment mettre en valeur la faune d'ici. Donc, c'est vraiment un produit local qui nous fait découvrir nos richesses Ben locales. oui, on invite tout le monde à s'abonner. Est-ce que dans ta position euh, touche à tout au niveau plein air et environnemental, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait savoir ou il y a des bonnes pratiques? Est-ce que tu pourrais nous guider vers un petit quelque chose pour conclure l'épisode qui pourrait être un petit conseil ou une Ben, tendance?
C'est un peu paradoxal, mais tu sais, moi, dans le fond, je trouve que les gens, on doit quand même penser à peut-être limiter nos déplacements. Tu sais, moi, comme préoccupation environnementale, je trouve que c'est quand même, par exemple, un non-sens de faire 3 heures de route pour aller faire une randonnée de 12 kilomètres puis revenir après. Donc, si on est pour, par exemple, avoir un si grand impact pour peut-être une activité qui dure pas si longtemps que ça, ben, penser qu'on peut peut-être faire cette activité-là près de chez nous sans nécessairement renoncer complètement au déplacement, à voyager, mais peut-être plus les rendre plus efficaces. Parce que de toute façon aussi, parce que j'en entends des histoires des gens, j'en connais des gens qui m'ont dit, bon, je suis allé randonner au mont Gosford de Montréal, un aller-retour, c'est vraiment, c'est 6 heures de route qu'un aller-retour dans une journée, c'est un grand impact. Puis aussi la position immobile dans la voiture, c'est vraiment dangereux pour quand on recommence à faire du sport, les blessures, on est immobile trop longtemps. Donc, moi, j'encourage beaucoup les gens. Je pense que aussi, c'est ça le plan air, c'est des fois apprécier la nature pas loin de chez nous aussi. Et des fois, quand on ouvre les yeux, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pas trop loin sans faire des heures de voiture. Moi, je fais découvrir à mes amis, entre autres, Montréal, c'est une île, on est Mhm. entouré d'eau, on fait partie de l'archipel Hochelaga. Ben, il y a de l'eau en masse, puis il y a des endroits où on peut mettre nos embarcations à Ouais. l'eau. Moi, j'ai un canot, mais il y a des endroits aussi, même sur l'île de Montréal, ou à Laval aussi, où ça arrive sud, on peut louer des embarcations. Et on n'a pas besoin nécessairement de faire 1 heure de voiture pour se rendre sur un lac des Laurentides, d'ailleurs, qui va être un petit lac, des fois, pour faire du canot. On peut mettre le canot, des fois, pas tellement loin de chez nous. Et d'ailleurs, il y a de la biodiversité incroyable là, dans les îles sauvages, entre autres dans l'est de l'île de Montréal. C'est super intéressant. Mhm. Je connais encore moins l'ouest que j'ai moins exploré en canot. Il y a des sorties super agréables à faire. Puis encore là, ben aussi en ce qu'ils font des fois pas trop loin. Ben c'est ça. C'est un peu une pratique qu'on peut adopter aussi. C'est sûr que si on peut virer voiture électrique, c'est déjà un impact intéressant. Moi, je ne l'ai pas encore fait pour une question de coût, mais ça s'en vient. J'attends que. Il paraît qu'il faut garder sa voiture aussi longtemps. Donc, moi, fait que c'est ça. C'est des petits trucs comme ça. Aussi, l'équipement, c'est pas parce qu'il n'était pas à la dernière mode qu'il n'est plus bon. Des fois, c'est de tenter de l'utiliser plus longtemps. Surtout dans les vêtements, souvent ce qu'ils font, les gens les gardent longtemps, notamment. Les vêtements, on a tendance à changer des fois pour rien, littéralement. Se poser la question, qu'est-ce qu'on a vraiment, en as-tu vraiment besoin? Ne serait-ce qu'aussi des coûts, hein? Ça va vite. Même si moi, je suis très équipé, je suis toujours surpris que je dois encore acheter de l'équipement régulièrement. Je sais pas trop des fois parce qu'il y a toujours une autre activité que je suis amené à découvrir aussi, puis qui me manque quelque chose. Donc, réduire à la source, c'est important aussi au niveau de. On a beaucoup de pression des compagnies d'équipement de nous changer tout le temps. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que le Mhm. manteau de l'année passée fait probablement. En achetant un manteau, essayez de penser à un manteau qui va durer longtemps aussi. C'est un manteau, ce qu'ils font, c'est un manteau léger, notamment. Peut-être prendre un style qui va moins se démoder aussi. Bon, puis Ouais, c'est des trucs que j'essaie de diffuser souvent dans Géoplanar, notamment. ouais, ouais. Durabilité dans l'équipement, vêtements et proximité pour nos déplacements. Mhm. Je pense que c'est accessible à tout le monde qui veut s'amuser, ça. Ça prend un peu de curiosité pour voir qu'est-ce qui se fait à sa cour, puis le tour est joué. Oui, mais du covoiturage aussi, hein, des fois, partir en ski de Mhm. fond, ben, pour pas une personne en voiture, souvent, ben, justement, c'est un sport agréable à pratiquer avec des amis. Donc, on peut partir à plusieurs dans la voiture aussi, ce qui est aussi intéressant. Donc, pour échanger aussi, surtout dans le transport, des fois, ça peut être long. Donc, c'est ça. Ça, c'est des petits trucs aussi. Évidemment, c'est un message que je peux faire aux propriétaires de chiens aussi, c'est de ramasser les cacas. Et ça, c'est un problème en ce moment que j'entends beaucoup. Vraiment. Donc, Ouais. oui, exactement. Ce que beaucoup de gens, d'ailleurs, je suis propriétaire d'un chien maintenant, beaucoup de gens croient que les sacs à caca sont biodégradables Ouais. ou compostables, ce qui est vraiment, j'ai fait de mes recherches, c'est très rarement le cas. Et quand ils sont compostables, c'est compostable selon dans des composteurs industriels. Ils vont
composter, mais ils vont pas se composter vraiment rapidement en nature. Et Naturellement. exactement. Et beaucoup de gestionnaires me disent que des gens, ben, ils ramassent puis ils pitchent le sac dans la nature en se disant, ben, ça va se décomposer. Mais non, ces sacs-là sont très résistants. Ils vont se décomposer, mais ça va prendre du temps. Et quand beaucoup de gens ont Mhm. fait ça, et ça, c'est quand même assez Ouais, important qu'il faut peut-être ouais, un message à répéter. ouais, définitivement, c'est un bon point. Si ça prend 5 ans, c'est 5 ans qu'il y a plusieurs petits sacs de caca dispersés. Fait que ça, je trouve que c'est un bon point pour terminer notre rencontre, Simon. Rangez vos petits sacs de caca. Je Exactement. suis tout à fait d'accord. C'est loin de ce qu'ils font, mais ça m'est venu à l'esprit parce que c'est un problème que j'entends souvent dernièrement. Donc, des gestionnaires, Oui. et on n'aurait pas soupçonné des fois que... C'est que, aussi, bon, je le sais, j'ai un chien, les sacs à caca, on les fait verts. Et je pense que les Ouais. gens croient que parce qu'il est vert, c'est un sac environnemental. Ouais. Et c'est pas vrai. Donc, Ouais. c'est ça. Ouais, il y a des illusions de couleurs comme ça qui sont Ben, c'est vraiment très, très, très. de l'éco-blanchiment, je crois. C'est vraiment du Oh. greenwashing. C'est pas... je pense qu'on veut donner l'illusion que le sac est biodégradable, mais ce l'est pas. Faut être averti, faut s'éduquer, faut lire Géo plein air, puis il C'est faut. vrai, ça, c'est bon. Je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Simon. C'était très Ça agréable. fait plaisir. Au plaisir. Grand merci, Simon. C'était vraiment. J'ai surtout adoré la fin. Comme je disais en introduction, c'est un judicieux conseil. On veut garder nos environnements naturels le plus intact possible. Hein? Le principe de sans trace, tout le monde, ça s'applique aux chiens également. Merci du rappel, Simon. Et merci aussi d'avoir partagé ton histoire comme ça. Moi, ça m'inspire. Puis encore une fois, je vais le dire, rendre des paysages accessibles dans l'esprit des lecteurs, c'est tout un don. Donc, bravo pour ça. Merci à vous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Très apprécié. Vous pouvez aller toujours au www.scalecole.org/balado au pluriel pour réentendre les nombreux épisodes. Mais maintenant, je peux dire ça, nombreux, on est presque rendu à 30 épisodes avec divers invités, tous et toutes plus intéressantes les uns que les autres. Alors, je vous encourage à aller voir ça. Merci à Desjardins d'être notre partenaire officiel. Oui, c'est vraiment une belle collaboration depuis le tout début. Merci Desjardins pour votre support. Et entre nous, on se dit à très bientôt pour une autre randonnée auditive vers Capitale Plein Air.